la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Alors bonjour, professeur Kopp. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour cet entretien. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Vous êtes de nationalité suisse, n'est-ce pas? Vous avez enseigné, vous êtes un universitaire, vous avez fait de l'édition, vous avez écrit aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de tout ça? J'ai fait un parcours classique d'universitaire, des études à l'école normale supérieure, un doctorat, et puis j'ai enseigné dans les classes préparatoires d'abord, à l'université ensuite, et j'ai été professeur dans certaines universités américaines, puis nommé à l'université de Bâle, mais j'ai pendant de longues années enseigné à Nanterre, également à la Sorbonne, et puis de nouveau à l'école normale supérieure. Et parallèlement, en effet, j'ai fait une carrière d'éditeur. J'ai été responsable éditorial pendant près de 30 ans de la collection Bouquins. Et puis je suis dans le comité de plusieurs revues, dont la Revue des Deux Mondes. J'écris aussi pour Commentaires ou pour lire le magazine littéraire. Voilà, donc une carrière somme toute assez classique. Alors, avant de revenir sur cette édition de la Revue des Deux Mondes qui a porté donc sur la mer, première question, qu'est-ce que c'est que le métier de l'édition en réalité? Qu'est-ce que vous avez vécu dans ce métier-là? Est-ce qu'il est comparable au métier d'universitaire ou alors pas tellement? Oui, alors il est tout à fait comparable parce que dans les deux cas, on est dans la transmission. Il s'agit de transmettre un héritage, en l'occurrence culturel. Il en existe d'autres. Il existe des héritages en architecture, dans l'art, dans la musique. Moi, c'est plutôt la littérature. Donc, à la fois à l'université et dans l'édition, on est dans la transmission. Mais on est aussi à la place de celui qui veut favoriser la création, car il faut que la chaîne continue. Il ne s'agit pas simplement de regarder en arrière ce qui a été fait, il s'agit de donner aux jeunes la possibilité de continuer et d'écrire eux-mêmes. Donc, dans la collection Bouquins, par exemple, j'ai publié des dizaines et des dizaines de textes avec un appareil critique qui en facilitait la lecture, et qui vont de Thucydide à Ségalène, en passant par Diderot, des volumes collectifs consacrés au voyage, des dictionnaires, parfois des traductions, comme le journal de Pepys, qui est le plus grand témoignage de la vie londonienne à l'époque de Louis XIV. Et ainsi, j'ai essayé de faire connaître des textes qui étaient un peu négligés ou un peu oubliés. Donc, le métier d'éditeur et le métier d'universitaire, pour moi, n'en faisaient qu'un, et le métier de journaliste ou d'auteur d'articles dans ces différentes revues aussi complétait simplement ces activités. Alors par curiosité, vous avez donc enseigné en France, en Suisse, aux États-Unis. Quelle différence faites-vous dans la méthode d'enseignement universitaire dans ces différents pays? Y a-t-il une approche différente de la littérature ou alors est-ce qu'elles sont assez comparables? C'est-à-dire, ce qui diffère le plus, ce sont les méthodes d'enseignement, ce sont moins les contenus. En France, on continue à faire des cours magistraux, pour le meilleur et pour le pire, alors que dans les universités anglo-saxonnes, on est autour d'une table, on est 6, 8, 12, on fait des séminaires, on rédige beaucoup plus de travaux qu'en France, et le rapport avec les étudiants est beaucoup plus direct et beaucoup plus étroit. C'est le cas aussi des universités suisses ou des universités allemandes ou italiennes ou autrichiennes que j'ai pu connaître. La France, malgré tout, de tous les pays européens, quel que soit le domaine d'ailleurs, est sans doute le pays le plus hiérarchiquement organisé. C'est assez intéressant. Et alors, est-ce que ça traduit aussi quelque chose au rapport à la littérature? Est-ce que la littérature en France est hiérarchique? Est-ce qu'on traite les auteurs avec une forme de vénération à tel point que parfois on ose à peine s'approcher de la littérature?
Ou est-ce qu'au contraire, on peut continuer à dire que la France est une nation littéraire et que les gens lisent encore? Oui, la France a un rapport particulier avec la littérature. Il existe des livres sous le titre « Ces écrivains qui ont fait la France ». Ce titre est inimaginable dans le domaine anglo-saxon. Aucun Américain ne dirait que Fitzgerald ou Melville ont fait les États-Unis. À la rigueur, on dirait ça de certains films, mais ces écrivains qui ont fait la France a un rapport plus direct avec la littérature, et la France se définit d'ailleurs comme une nation littéraire. La littérature occupe en France un peu la place qu'occupe la musique en Allemagne, si vous voulez. Nation littéraire parce que depuis toujours, le pouvoir a eu un rapport direct avec la littérature, l'a favorisée. À partir de, au moins, François Ier, qui avait autour de lui une cour d'écrivains, qui a créé le Collège de France parce que la Sorbonne était irréformable. Donc, comme d'habitude, en France, il vaut mieux créer une institution nouvelle parce que les anciennes ne sont pas réformables. Puis Louis XIV, qui a eu autour de lui une cour d'écrivains, avant lui Richelieu qui a fondé l'Académie française, donc il a constitué d'institutions qui favorisent la littérature et qui ne sont pas aussi importantes qu'ailleurs. Alors on pense bien sûr à toutes ces institutions qui aujourd'hui continuent d'exister. On pense bien sûr à l'Académie française. On a vu, pour préparer cette interview, cette image touchante d'Hélène Carrère d'Encausse qui vous remet la Légion d'honneur, et on a été peiné d'apprendre sa disparition. On a vu aussi vos écrits sur l'Académie Goncourt. Toutes ces choses-là, est-ce qu'elles existent ailleurs, ou alors est-ce qu'elles sont le propre de la France? Elles existent ailleurs, mais elles existent autrement et plus discrètement. Alors, l'Académie française édite un dictionnaire. La 9e édition vient d'être terminée. Elle est entièrement numérisée. Elle est accessible sur Internet. La première édition date du siècle de Louis XIV. Donc, vous voyez, tous les 30-40 ans, on a refait une nouvelle édition. Il existe dans le domaine allemand un dictionnaire qui s'appelle le Duden, et une commission du Duden qui le réédite chaque année en le mettant à jour, mais cette commission n'a pas du tout le statut d'une académie, comme en France. Et vous n'avez pas seulement l'Académie française, vous avez aussi l'Académie de médecine, vous avez l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, vous avez l'Académie des beaux-arts, vous avez l'Académie des sciences morales et politiques, c'est-à-dire les 5 académies qui sont réunies sous la coupole de l'Institut. Donc, il existe des organes comparables ailleurs, mais qui sont loin d'avoir cette visibilité et n'interviennent pas de la même manière dans le débat public. Et donc le fait qu'en France on institutionnalise quelque part la littérature, est-ce que ça permet d'avoir un rapport à la littérature qui est un rapport horizontal, ou alors est-ce que ça verticalise un peu le rapport à la littérature ? Ça ne le verticalise pas nécessairement, non. Je dirais au contraire, ça montre que les Français ont, et il faut l'espérer, ont encore un rapport particulier à la langue. Je me souviens très bien que dans les déjeuners de famille, quand j'étais gosse, chez ma grand-mère, si on se levait de table, eh bien, c'était terminé, on ne revenait pas pour le dessert. Il y avait une seule exception, quand on voulait se lever pour vérifier la définition d'un mot. Alors il fallait toujours avoir présent à l'esprit cette excuse, mais je suis en train de chercher le Grand Larousse, ou je suis en train de chercher le Littré pour connaître la définition de tel mot. La langue a quelque chose de sacré, dirais-je. On reprend peut-être plus souvent en France qu'ailleurs les enfants qui parlent mal.
et il est inimaginable d'avoir ailleurs une institution comme la dictée de Pivot. Pivot qui vient de mourir, alors la dictée a un peu disparu, mais il existe encore de ci, de là des dictées de ce genre. Personne n'organiserait une dictée à Berlin, et Pivot faisait ça dans de grandes institutions, faisait ça au Sénat, faisait ça à la Bibliothèque nationale, faisait ça à l'Institut. Donc ça montre bien qu'il y a un lien affectif, un lien amoureux des Français pour leur langue. On a observé aujourd'hui encore, très récemment, la grande dictée qui avait été organisée sur les Champs-Élysées, au Palais éphémère. Ce sont effectivement ce rapport à la langue qui continue d'exister. Alors, une dernière question avant d'aborder la mer. Pensez-vous que ce rapport à la littérature et ce rapport à la langue ait évolué ? Dans quel sens? On entend beaucoup aujourd'hui des constats qui se veulent alarmistes sur le rapport de la jeunesse à la langue. Quel regard portez-vous sur ces réflexions? Écoutez, ces rapports ont évolué et il ne faut pas se voiler la face, se sont dégradés pour une raison très simple. C'est que l'enseignement n'est plus ce qu'il était. Alors il ne faut pas généraliser, il y a des professeurs formidables qui continuent à faire leur métier avec passion et avec efficacité, mais il est évident que ou certaines nouvelles méthodes d'enseignement, comme la lecture globale, ont totalement échoué. On sait que cela ne mène à rien depuis 40 ans, mais les pédagogistes peinent à avouer que ces méthodes ne marchent pas. Scientifiquement, on sait que cela ne peut pas marcher. Donc on revient péniblement à une lecture syllabique. D'autre part, on néglige grandement l'écrit. Aussi longtemps qu'on faisait des exercices de vocabulaire, qu'on faisait des dictées, qu'on faisait toutes les semaines une rédaction, qu'on rendait ces travaux corrigés, qu'on exigeait un corrigé, qu'on corrigeait le corrigé, c'est le seul moyen vraiment d'enseigner la langue. Et ayant voulu mettre l'accent sur la spontanéité, soi-disant, on s'épargnait évidemment aussi la peine de corriger des copies. Donc, si on regarde l'évolution de l'enseignement, c'est que les efforts qui ont été faits il y a encore 30 ou 40 ans, depuis maintenant 30 ou 40 ans, diminuent, à la fois parce que on croit que ces pédagogies nouvelles étaient plus adaptées aux enfants, ce qui est faux, puisque le résultat n'est pas là, et que ensuite le sens de l'effort, car on ne peut pas apprendre une langue sans faire un petit effort, le sens de l'effort, évidemment, n'est plus tout à fait non plus ce qu'il était et ce qu'il devrait être. Alors vous faites ce constat pour l'enseignement. Il y a aussi l'avènement de tout ce qui est le numérique, les réseaux sociaux, qui peut-être ont un impact sur les livres. On voit qu'il y a des libraires qui sont contraints de fermer, que les gens achètent de moins en moins de livres. Est-ce que vous ressentez, vous qui avez travaillé dans l'édition, ce désintérêt pour la littérature, ou est-ce que tout de même, aujourd'hui encore, les gens ont ce réflexe d'aller acheter un livre en librairie Écoutez, je continue à travailler dans l'édition, je continue à faire publier des livres dans la collection bouquins. Oui, cela évolue. Ce qui a disparu ou ce qui a diminué, c'est le nombre des grands lecteurs. On continue à lire. La librairie se porte plus ou moins bien. Le chiffre d'affaires de l'édition reste à peu près le même depuis un certain nombre d'années. La population augmentant, c'est évidemment une diminution relative. Le nombre de titres augmente chaque année. On publie beaucoup trop de livres. La durée de vie d'un livre en librairie est maintenant devenue très courte. Il est de 3 semaines. La rotation se veut très rapide. Donc il y a là une évolution assez malsaine. Et malgré tout, je suis ici à côté d'une grande librairie qui fonctionne bien, qui marche bien, qui a peut-être référencé 20 000 titres ou 30 000. Donc il
continue à avoir des lecteurs, des acheteurs, et il continue à avoir des écrivains formidables. C'est tout à fait évident. Mais dans l'ensemble, la place de la littérature dans la vie culturelle diminue. Le prestige de l'écrivain n'est plus ce qu'il était encore il y a 30 ou 40 ans. Le prestige de l'intellectuel non plus n'est plus le même. L'intérêt pour les sciences humaines, c'est peut-être le secteur qui a le plus souffert ces 20-30 dernières années, n'est plus ce qu'il était dans les années 70-80, qui étaient les années du structuralisme, du post-structuralisme, de l'ethnographie, Foucault, Lévi-Strauss et les grands auteurs de ce genre. Vous revenez sur l'histoire de la littérature maritime pour la Revue des Deux Mondes. Pouvez-vous nous rappeler d'abord cette formule, d'où vient-elle et à qui l'avez-vous empruntée ? Oui, c'est un vers de Baudelaire et je l'ai choisi comme titre d'un article. Nous avons fait dans la Revue des Deux Mondes un dossier sur la mer, voilà, avec en couverture la tête d'un grand marin. Parce que, en effet, en France, il y a un imaginaire maritime, il y a un rêve maritime, on vénère les grands marins, Tabarly, Kersozon, il y a de grandes régates, de grandes traversées qui sont suivies à la télévision, à la radio, avec passion. Il n'empêche que la France n'est pas une nation maritime comme l'Angleterre, par exemple, ou comme l'étaient les Grecs dans l'Antiquité. Si on veut remonter à l'origine, ce sont les Phéniciens qui étaient les premiers grands marins dans la Méditerranée. C'est eux qui ont fondé Marseille, après tout. Puis les Grecs qui ont abordé sur les côtes de l'Afrique du Nord, ainsi que sur les côtes de l'Italie, de la France, de l'Espagne. Mais on pensait que Gibraltar était la fin du monde, puisqu'on y a dressé les colonnes d'Hercule en se disant « Tiens, il ne faut pas aller au-delà, sinon on tombe en dehors du monde connu. » Donc, il y a eu de grands peuples marins. Ce n'est pas le cas de la France, qui est une nation continentale. Alors certes, il y a la découverte de la mer, ou plutôt la découverte du globe terrestre à la Renaissance, mais ce n'est pas un Français qui a découvert l'Amérique. Et ce n'est pas un Français qui est le premier à faire le tour du monde à la voile. Bien sûr, au contraire, les expéditions françaises ont souvent été infructueuses. Et donc ce rapport à la mer, vous dites que la France est une nation continentale, ça s'exprime dans la littérature également. Oui, ça s'exprime dans la littérature, car si vous voulez faire une anthologie de la littérature maritime, vous trouverez quelques pages sur la mer chez Rabelais, vous trouverez quelques pages chez Montaigne, mais pas énormément. Et ensuite, vous abordez le classicisme, et vous chercherez vainement dans Corneille, Racine et ailleurs de grandes pages sur la mer, et puis ça se résume un peu à la réplique de Sganarelle. Qu'est-il donc allé faire dans cette galère? Alors vous me direz, il y a le récit de Théramène, il y a le monstre de marin qui met à mort Thésée, mais enfin, ce n'est pas vraiment un récit maritime. Non, il faut attendre le XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle et la fondation de la Compagnie des Deux Indes. Les explorations sont évidemment toujours liées au commerce. C'était déjà le cas au temps de Christophe Colomb et de Vasco da Gama. Et donc, au XVIIIe siècle, avec la Compagnie des Deux Indes, les Indes occidentales, les Indes
orientale, d'où le nom, et les expéditions comme Bougainville, par exemple, elles, très fructueuses en revanche, on a découvert la mer. On a découvert deux choses au fond en même temps que l'on ne fréquentait pas auparavant, la haute montagne et la mer. Deux univers plutôt hostiles à l'homme, à la survie aléatoire, aux dangers multiples. Donc il y avait une sorte d'horreur de la nature inhospitalière, que ce soit la mer ou la haute montagne. Les tempêtes maritimes ou les glaciers, c'était un peu le même effroi. Mais dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on s'est aventuré à la fois sur la mer et en haute montagne. Et alors, à partir de Chateaubriand, on a tout ce qu'on veut. Comme littérature maritime, Chateaubriand, sans doute, est un des premiers à avoir consacré de grandes pages à la mer, à avoir une véritable poésie de la mer, pour ne pas dire une philosophie de la mer, puisque il suffit d'aller visiter sa tombe qui, par marée basse, est accessible et qui, par marée haute, ne l'est plus. La mer, toujours recommencée, toujours pareille à elle-même, mais toujours recommencée. C'est sans doute le premier grand auteur qui nous a laissé ces belles pages. Et ensuite, il y a Victor Hugo, où on n'a que l'embarras du choix. Victor Hugo, Eugène Sue, nous reviendrons là-dessus, mais peut-être nous expliquer d'abord quels sont pour vous ces grands récits fondateurs classiques de ce rapport à la mer. Qu'est-ce que les Grecs ont écrit, ce rapport à la mer, qui l'initie et qui le premier auteur, c'est Homère, c'est évidemment, voilà, c'est l'Odyssée. C'est l'Odyssée et le rapport à la mer. Il y a un exemple simple que l'on peut donner pour l'illustrer. Les Grecs étaient vraiment un peuple maritime. Si vous faites la liste des adjectifs pour donner la couleur de la mer, l'aspect qu'a la mer, la liste sera très très longue. Rien que les différentes variétés de bleu, de gris bleu, en grec sont infiniment plus nombreuses qu'en français ou dans une autre langue. Donc ça montre bien que les Grecs avaient besoin de nommer les choses, avaient un rapport intime à la mer, étaient de grands navigateurs. Et d'ailleurs, les mers grecques sont dangereuses. Si vous avez navigué dans les îles grecques, il peut y avoir des coups de torchon quasiment d'une minute à l'autre qui sont terribles. Bien sûr. Et puis ensuite, il y a l'époque classique. Vous revenez notamment sur le peu de rapport qu'entretient Voltaire à la mer. Et vous comparez Racine, etc., chez lesquels on retrouve peu de vers, à Shakespeare. Oui. Et vous dites que les anglo-saxons sont en réalité ceux qui ont tout de même ouvert la voie aux Français pour cette littérature maritime et qui l'ont fait en tout cas bien avant. Oui, bien sûr. Au XVIIIe siècle, les Français se sont concentrés sur le continent. Ils ont abandonné les colonies outre-Atlantique et la grande puissance maritime, c'est l'Angleterre. Auparavant, c'était l'Espagne. Il ne faut pas oublier l'Espagne et les Portugais. Il y a là aussi de grands textes comme les Lusiades de Camões, que j'ai édité d'ailleurs d'un bouquin. C'est une grande épopée, un peu à la manière de l'Odyssée ou à la manière de l'Énéide. Et ces grandes épopées fondatrices, qui sont des récits d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous, eh bien, ce genre de grands récits fondateurs, où la mer joue un rôle, vous ne l'avez pas en France. D'abord, les Français n'ont pas la tête épique, comme disait Voltaire, et Voltaire s'est essayé à l'épopée, mais il a voulu faire une Henriade. Le chantre de la tolérance voulait célébrer Henri IV et l'édit de Nantes. Ce n'est pas vraiment de la littérature maritime. Je me souviens que dans mes classes au lycée,
nous étudions le mouvement allemand romantique et le Sturm und Drang, c'est ce rapport à la tempête, hein, Storm, Oui. comme en anglais, c'est le rapport à la tempête. Donc les romantiques allemands ont su se saisir de cette mer tumultueuse qui représentait quelque peu les émotions de l'homme. Les Français n'ont pas sauté le pas immédiatement. Ils étaient méfiants du romantisme. Oui, ils sont arrivés un peu plus tardivement. Alors, le romantisme est peut-être une invention anglaise, puis allemande, puis française. Il y a un léger décalage. Il y a en France une tradition classique qui est plus forte, plus prégnante, plus contraignante qu'ailleurs. Et cela tient évidemment aussi et à l'enseignement et aux institutions. Il ne faut pas oublier que, en grande partie du moins, l'enseignement était entre les mains des jésuites et des oratoriens. La base était le latin. Et les auteurs classiques jouaient un très grand rôle et les modèles antiques étaient suivis dans les genres nobles comme l'épopée. Mais encore une fois, les Français n'ont pas réussi à en créer une, mais la tragédie, il ne faut pas oublier Voltaire. Voltaire pensait entrer dans la mémoire des hommes comme grand auteur tragique. Et pas du tout comme l'auteur de Candide, c'était pour lui une plaisanterie annexe. Il a fait de grandes tragédies classiques en 5 actes et en vers, Édipe par exemple, Iphigénie et d'autres, que Goethe et Schiller ont fait représenter à Weimar et à Jena et ont traduit en allemand. Donc, la tragédie française était le modèle européen de la tragédie et elle était d'inspiration gréco-latine. Plus latine que grecque d'ailleurs, le modèle étant Sénèque. Or, les Anglais n'avaient pas cette même tradition gréco-latine, où elle n'était pas aussi contraignante. Et Shakespeare, que Voltaire a essayé de faire connaître aux Français, mais comme un barbare de génie, quelqu'un qui a énormément d'imagination, mais très peu de goût. On opposait généralement les deux, ou on opposait le génie et le goût. Un barbare de génie, dont il a d'ailleurs traduit le fameux monologue de Hamlet, To be or not to be, dans ses lettres philosophiques. Nous sommes dans les années 1730. Il disait de lui qu'il n'avait pas la moindre étincelle de bon goût. Ben oui, bien sûr. Mais Shakespeare est devenu immédiatement le modèle du Sturm und Drang. Le jeune Goethe a écrit des textes sur Shakespeare, s'est inspiré de Shakespeare dans ses pièces de théâtre. Les pièces de théâtre de Shakespeare, je suis bien placé pour en parler puisque j'ai fait dans la collection bouquins un Shakespeare bilingue en 8 volumes. Eh bien, les pièces de Shakespeare, c'est de la prose et des vers mêlés dans beaucoup de cas. Ce n'est pas uniformément 5 actes et en vers. Ensuite, les scènes se succèdent à un rythme extrêmement rapide. On passe d'une place à une forêt, à un champ de bataille, à un marché, à un château, à une forteresse, et ainsi de suite. Donc, il n'y a ni unité d'action, ni unité de lieu, ni unité de temps, comme dans les tragédies françaises. Alors que, en effet, dans le Sturm und Drang allemand, on s'est beaucoup inspiré de ce théâtre plus ou moins en liberté. Et même comparé à Shakespeare, le théâtre de Victor Hugo est relativement sage.
Alors certes, il y a eu des tentatives au XVIIIe siècle d'un théâtre plus libre en prose. Il faut aller du côté de Diderot et on pourrait citer les pièces qu'il a faites et les écrits sur le théâtre dans lesquels il prône un théâtre un peu différent. Mais si vous regardez la liste des pièces qui se donnent actuellement à Paris ou l'année dernière ou l'année d'avant, je n'ai jamais réussi à voir une pièce de Diderot sur une scène française. Ou alors c'est à propos d'un centenaire et pour des raisons patrimoniales, on en présente une à la Comédie Française. Mais c'est vraiment l'exception. C'est de l'ordre de l'anecdotique. Oui, absolument. Et disons qu'effectivement, on n'a pas retenu Diderot pour ses pièces de théâtre, au même titre qu'on n'a pas retenu Voltaire pour ses tragédies. Alors que Diderot n'avait pas d'ambition de ce genre. Il voulait réformer le théâtre, mais enfin, il ne se prenait jamais pour un grand auteur de théâtre, Voltaire, contrairement à Voltaire. Et alors ensuite, vous dites que c'est donc Chateaubriand qui se saisit de cette thématique de la mer, parce qu'il avait notamment cette inspiration vis-à-vis de c'est de Byron qu'il s'inspire ou c'est de non, c'est d'abord... c'est de Cooper peut-être plutôt. Pas non plus. Il s'inspire d'abord de lui-même parce que il fait le voyage aux États-Unis. Vous connaissez, avant même la Révolution française, il s'en va aux États-Unis. Il veut découvrir le passage du Nord-Ouest et ce qu'on peut passer d'une mer à l'autre dans la région des lacs. C'est un vieux problème. Commercial d'ailleurs, puisqu'il s'agissait d'acheminer les peaux de bêtes ou des matières premières. Donc il fait le voyage aux États-Unis. Et puis c'est aux États-Unis qu'il apprend que le roi est arrêté et il revient parce que, par fidélité au roi, il pense que sa place est ici. Il a donc une expérience maritime lui-même des grandes traversées, une expérience du grand large. Après, il sera en exil en Angleterre pendant la Révolution et il reviendra au moment du Concordat en 1802 avec le génie du christianisme dont il dédie la deuxième édition au premier consul. Et puis il reprendra la mer, si je puis dire, parce qu'il se rêve un peu en croisée de la civilisation européenne et il fait le voyage en Orient comme le font tous les romantiques après lui, ou comme le font déjà certains romantiques à son époque, comme Volney, qui n'est pas un auteur très connu, mais qui a poussé également du côté du Proche-Orient. Il est très drôle d'ailleurs de voir que dans votre article, vous montrez justement la différence entre ces auteurs qui ont pris la mer. Vous parlez d'Eugène Sue, qui était tout de même chirurgien marin. Vous parlez de Chateaubriand, qui a voyagé. Vous les comparez, par exemple, à Balzac. Vous avez mis un extrait qui est drôlissime, où Balzac raconte sa maigre expérience en bateau, un petit voyage à 4 sous, et il se rêve déjà explorateur, aventurier, corsaire. Et vous montrez que donc l'expérience intime de la mer, en réalité, a une influence assez importante sur la métaphore qu'on en fera. Victor Hugo également, qui a voyagé durant l'exil. Il y a d'ailleurs aussi cette... Encore que c'était, je ne veux pas dire un marin d'eau douce, mais enfin, il n'a guère poussé au-delà de la Manche. Bien sûr. Ce n'était pas non plus un grand voyageur. Contrairement à Eugène Sue, qui lui... Ah ben oui. Alors justement, Eugène Sue, on le connaissait pour les mystères de Paris, et vous nous avez fait redécouvrir cette passion pour la mer qu'il a eue. Parce qu'il en avait l'expérience. Peut-être que pour être un grand écrivain maritime, il faut avoir l'expérience de la mer. À moins d'avoir l'imagination de Victor Hugo, qui sur son rocher dialoguait avec l'océan. Mais c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Sinon, il y a Eugène Sue, oui, en effet, grand écrivain maritime, puis il y a Jules Verne, puis il y a Loti, puis il y a des auteurs moins connus comme Claude Farrère et d'autres, mais ce sont des officiers de marine
marine, des chirurgiens de marine, de grands commerçants, ou alors des naturalistes. Alors il y a des naturalistes, en effet, dans la tradition de Bougainville, mais généralement ils n'ont pas laissé de romans, ils ont laissé des descriptions de voyages, mais pas sous forme romanesque, puisque leur but c'était plutôt de faire l'inventaire de toutes les merveilles de la nature que nous ne connaissions pas ici. Alors, il y a quand même une distinction à faire entre le roman de la mer et la poésie de la mer, qui a contribué plutôt à cet aspect romanesque, et que peut-on dire du roman de la mer? Ah ben, le roman de la mer, c'est comment dire, c'est un voyage d'exploration. C'est un voyage d'exploration. Très souvent, l'auteur est à la recherche de lui-même et essaye de se trouver au cours de son périple. C'est encore le schéma d'Ulysse, qui met 20 ans pour rentrer à Ithaque. On se demande s'il avait vraiment envie de revoir Pénélope, mais c'est un peu ce schéma-là qu'on retrouve dans les romans maritimes. Et puis le merveilleux. Il ne faut pas oublier qu'à partir du romantisme, on lâche les brides à l'imagination et les créatures et de rêves et de cauchemars monstrueuses, effrayantes, commencent à pulluler. Cette imagination de la mer ou des fonds sous-marins, un peu plus tard, chez Jules Verne, va de pair avec les plongées dans l'inconscient. On découvre des mondes qui ne nous sont pas familiers, et on essaie d'exprimer aussi une partie de la psyché humaine à travers l'exploration de ces univers fantastiques. Et la poésie de la mer, qui est-ce qui s'en saisit et que dit-elle? Ah ben, la poésie de la mer, le plus important des poètes, encore une fois, on revient à Victor Hugo, parce que pour lui, c'est un peu l'homme perdu dans l'univers, et l'homme qui cherche sa place dans l'univers. Victor Hugo est un poète cosmique et il s'imagine volontiers, lui-même d'ailleurs, en train de dialoguer avec la mer sur son rocher. La mer, pour lui, c'est l'image de l'immensité, c'est l'image de l'infini, comme ça l'est aussi pour des poètes qui ne sont pas de grands poètes de la mer, comme Baudelaire. C'est aussi une image de l'immensité de l'univers. Quand il parle des tableaux de Boudin, il préfère ceux où on ne voit que du sable, de la mer et des nuages, où il n'y ait pas de figurine, où il dit « Je suis délivré de la tyrannie de la face humaine, je suis seul face à l'univers ». Il y a cette idée d'immensité, et vous montrez justement que Victor Hugo voit en la mer, bien sûr, ce rapport à l'immensité de la création, mais il y voit aussi l'immensité des émotions de l'homme. Il se voit dans la mer, il voit le tumulte de la mer, il s'identifie à la mer. Ah ben oui, totalement, il s'identifie à la mer, vous avez raison. Et il y a un dernier point qu'on aimerait aborder avec vous avant de conclure, c'est le rapport de la mer à l'exil. Vous vous rappelez justement que Victor Hugo s'est exilé, tant d'autres. Je pense à un roman qu'on a lu très récemment, qui parle justement, qui s'appelle Les silos de Beyrouth, et qui parle justement du Liban et de ce rapport au port qui explose et le fait d'être exilé soi-même dans son propre pays. Quel est le rapport entre la mer et l'exil? Est-ce que la mer c'est le voyage, ou est-ce que c'est aussi parfois l'enfermement? Je pense que ça dépend des différents auteurs. Pour Victor Hugo, la mer n'était pas l'exil, la mer était un interlocuteur.
La mer était une partie du cosmos, ou le cosmos, ou l'emblème du cosmos. Et il a choisi l'exil par rapport à Napoléon III, mais un exil proche de la France. Il ne faut pas oublier, il mettait 2 heures pour aller à Bruxelles. Sa famille, qui l'accompagnait dans son exil qui a duré 20 ans, était souvent à Bruxelles, et même lui avait fait des séjours assez fréquents à Bruxelles. Et d'ailleurs, il aurait pu rentrer. Il y avait une loi d'amnistie dans les années 50 déjà. Et il a préféré rester en exil. C'était un peu son fonds de commerce, si je puis dire, de grand opposant. Il se voyait mieux comme opposant à Napoléon III sur son rocher que comme opposant à Napoléon III à Paris même. Ce qui ne l'a pas empêché de donner des textes pour des manifestations tout à fait officielles, comme par exemple la préface au très grand catalogue de l'exposition universelle de 1867, qui était la dernière très grande fête impériale, où il célèbre Paris comme capitale de la future Europe, voire comme capitale du monde civilisé. Donc, pour lui, la mer n'est pas du tout symbole de l'exil, c'est symbole de l'immensité de la création. Alors, certes, il y a d'autres aspects de la mer où alors on est exilé sur une île qui est, je ne sais pas, une île pénitentiaire. Cette image-là existe dans la littérature. L'exil de celui qui est un ennemi politique, mais que l'on veut faire taire et qu'on arrive à faire taire, comme le fameux roman italien dont on a tiré un film, Le Christ s'est arrêté à Éboli. L'exil pendant le fascisme, ce n'est pas le même type d'exil. Ce sont des gens qu'on essaye d'anéantir en quelque sorte. Et peut-être que dans le cas que vous citez du port de Beyrouth et de l'explosion du port, c'est aussi la destruction, c'est aussi l'anéantissement de toute une civilisation d'ailleurs qui est en cause. Merci professeur Kopp. Nous allons vous demander peut-être, comme mot conclusif, ce que vous avez envie de dire à nos jeunes auditeurs et quels conseils de lecture vous pourriez leur donner s'ils veulent approfondir justement cette thématique. Écoutez, le premier conseil que je donnerai et que j'ai toujours donné à tous mes étudiants, à tous mes amis, soyez curieux de tout. Lisez ce qui vous tombe sous la main. Lisez tout, lisez n'importe quoi, ne vous arrêtez jamais, n'ayez aucun préjugé. Ne vous dites pas qu'il y a de grands auteurs et de moins grands auteurs. Il y a des auteurs. Et pour ce qui est des auteurs contemporains, la postérité fera un certain tri. Nous avons un peu le nez sur l'événement, pour ne pas dire le nez sur le guidon. Donc il faut cultiver une curiosité tous azimuts, c'est le meilleur moyen de rester éveillé. Des reflets changeants sous la pluie.